Budget 2024, combien le gouvernement a prévu comme fonds pour l'investissement en capital? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live qui commence justement avec ses précisions sur le budget 2024, mais aussi nous allons revenir avec un invité pour vous parler des contestations qui s'enregistrent déjà face aux élections, la publication des résultats des législatives nationales. Avant tout, on va démarrer avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour le détail. C'est tout de suite. Au lendemain de festivités de Nouvel An en République démocratique du Congo, le prix de biens et services a fortement baissé d'après une analyse de la Banque centrale du Congo. Intervenant au Conseil des ministres du vendredi 12 janvier 2024, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, a relevé une forte déclaration du rythme de formation de prix à la faveur de la baisse de la demande en biens et services au lendemain de festivités. La République démocratique du Congo, désignée pays solution grâce à ses forêts capables de générer une valeur estimée entre des 123 milliards et 398 milliards de dollars par an, va abriter l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. L'annonce a été faite par les présidents de la République, Félix Tshisekedi, lors du Conseil des ministres du vendredi 11 janvier 2024. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Le baobab de Stanley, situé dans la ville de Boma, en province du Congo central, 5046 visiteurs en 2023. C'est ce qui renseigne le récent rapport publié par l'Office national du tourisme. Selon la source, sur le total de 5046 touristes, 4920 sont nationaux et 126 des expatriés. Le baobab de Stanley, devenu un site touristique célèbre à Boma, avait servi de logis à l'explorateur britannique Henry Morton Stanley. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de Concurrence, Ibrahim Patel, a annoncé le vendredi 12 janvier 2024 la signature d'un accord préliminaire sur la prorogation du programme AGOA, African Growth and Opportunity Act, entre les États-Unis et le pays africain. AGOA est un régime de préférence commerciale accordé depuis l'an 2000 par les États-Unis à la région d'Afrique. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons recevoir Judith Unamaka qui nous présente les chiffres clés et sera avec nous tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue à vous. Merci Guy. Alors très souvent, nous commençons avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ceci? En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons par le taux réactualisé à l'officiel, où présentement $1 est fixé à 2689 francs, un franc CFA vaut 4,49 centimes et 1 euro vaut 2947 francs. Abordons maintenant l'espace du marché parallèle. Nous sommes basé particulièrement à Limete et dans cet endroit, $1 se négocie à 2650 francs, un franc CFA s'octroie à 4,50 centimes et 1 euro à 2960 francs. Alors Judith Unamaka, j'aimerais qu'on parle aussi de cette somme que le gouvernement congolais prévoit de débourser au profit des dépenses en capital en cette année 2024. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser près de 17 896,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 6,7 milliards de dollars au profit des dépenses en capital. Et notons que d'après la loi de finances de l'exercice budgétaire 2024, le gouvernement congolais devrait mobiliser à peu près 6 470,5 milliards de francs congolais en ressources internes, comprenant 1363,7 milliards de francs congolais des projets du gouvernement central, 100 milliards de francs congolais en faveur de la contrepartie des projets, 3096,6 milliards de francs congolais alloués aux projets de province et 1888,1 milliards de francs congolais pour les fonds de péréquation. On doit quand même reconnaître, Judith Unamaka, que c'est une enveloppe importante, mais que dire de ce qui doit venir des différents partenaires extérieurs? Au cours de la même période considérée, le gouvernement de la République démocratique du Congo attend de ses partenaires extérieurs une somme équivalente à 11 446,3 milliards de francs congolais, soit plus de 4 milliards de dollars américains pour faire face notamment aux infrastructures dans le pays.
Notons également que pour la période de 2024 à 2026, le gouvernement congolais prévoit de financer 1540 projets d'infrastructure et en 3 ans, soit de 2024 à 2026, le gouvernement prévoit également d'injecter 51 458,7 milliards de francs congolais dans des projets d'investissement. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Guy, c'était un plaisir. Voilà, après elle, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est pour prendre le dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Beaucoup sont ceux qui commencent des entreprises ou des petits commerces sans pour autant être à même de les finir. Beaucoup sont concernés par la question des gestions des finances. Aujourd'hui, on en parle avec Judith Piombo qui est déjà avec nous sur ce plateau. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle déjà du contexte africain. Comment est-ce que s'organise ou se gère les finances déjà au niveau africain? Alors, quand on parle du contexte africain, on se base sur ce paradoxe d'un continent riche ou encore continent des pays riches, mais avec une population pauvre. En deuxième lieu, on prend le point de vue consommation, qui est beaucoup plus axé, bien sûr, la consommation des biens et services, produits, peu importe. C'est axé sur les importations et ceci rend les choses difficiles. En troisième lieu, on remarque que face à un problème, l'humain ou la personne préfère se pencher vers une satisfaction directement, ou il préfère combler directement ce besoin, alors qu'il peut penser à une autre option qui pourra aider, on va en parler en large, en évoluant. Ceci nous amène à comprendre quel est le vrai but ou le vrai mobile de moyens financiers. Voilà, je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs qui ne pensent qu'à combler directement le besoin sans forcément penser à demain, alors qu'ils se retrouvent peut-être sans emploi, alors que l'argent devrait être utilisé pour se procurer un bien qui lui permettrait de donner encore plusieurs autres biens. Alors je m'explique, je prends un exemple. Ici en République démocratique du Congo, j'ai peut-être que 30 $ et je veux me payer, je prends un exemple comme ça, une voiture. Et pour y arriver, je n'ai pas le moyen qu'il faut. L'argent que j'ai n'est forcément pas à la taille du besoin que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Je m'investis dans quelque chose. Je prends un exemple. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a la consommation du sémoule, du riz qui est vraiment au top. Je peux commencer à vendre, par exemple, ce sémoule. Et avec le temps, ceci me permettra de me procurer peut-être une boutique qui, à la longue, me permettra aussi d'économiser pour pouvoir me payer cette voiture. Mais ceci demande aussi de la patience, chose que l'on n'a pas toujours. Alors, on va rester sans rien en main, juste par empressement d'avoir absolument la chose que l'on veut, alors qu'on peut vraiment y aller mollo et se procurer ce que l'on veut et rester aussi avec quelque chose en main, vu qu'on aura une activité qui pourra permettre de tourner encore de l'argent. Alors, Judith Piombo, qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'entrave ou le blocage de l'épanouissement financier tel que constaté chez plus d'une personne, notamment ceux qui sont dans l'exercice des commerces et des petits commerces? Rentrons, parlons de la République démocratique du Congo, principalement ou particulièrement, pour ne pas parler de l'Afrique en général. Voilà, il y a plusieurs points qui bloquent, mais on va parler de quelques-uns. Il s'agit premièrement de la pratique du petit commerce par les étrangers ici au pays, alors que c'est interdit. Ceci bloque aussi un épanouissement dans le monde du commerce. En deuxième lieu, on va revenir sur le fait que nous ne savons pas transformer la matière première, ce qui nous renvoie à l'importation qui nous coûte beaucoup plus cher. Du coup, on se retrouve buté pour pouvoir s'épanouir. Mais alors, si c'est le cas, comment gérer le financement dans un contexte purement congolais? Parlons de cette particularité. On va rajouter peut-être le fait de comprendre tout d'abord comment produire les finances, et ceci implique une étude de terrain, savoir exactement quel est le besoin du public cible. En deuxième lieu, créer des usines de transformation, puisqu'il y en a très peu ici en République démocratique du Congo. Ceci permettrait d'être comme ça indépendant aux importations. Troisièmement, on peut parler d'investir dans des actifs, je l'ai dit tout en haut. Et pour finir, avoir un soin particulier dans le fond, mais aussi dans la forme. Et oui, on peut bien se plaindre que nous-mêmes, d'abord congolais, nous ne consommons pas local, mais comment est-ce que l'on présente nos produits? Beaucoup sont attirés par peut-être la présentation des étrangers, peut-être même que le fond n'est pas au top, mais si déjà ça attire, si la présentation est bien faite, ça peut attirer les gens à se pencher vers la production locale, la consommation locale. Alors, on aimerait conseiller ou encore inviter plusieurs commerçants à pouvoir mieux présenter leurs produits qui ont été comme ça produits localement. Alors selon vous, ça sera d'ailleurs le petit détail, la mise en pratique de toutes ces recommandations
pourra permettre un équilibre financier. Tout à fait. La mise en pratique de ces différentes recommandations serait d'une grande utilité pour un équilibre financier, surtout dans ce contexte congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Je rappelle, vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous, c'était un plaisir. L'actualité, c'est aussi, et c'est encore d'ailleurs, la publication des résultats des législatives nationales. Pour en parler, nous recevons Gardi Diana. Bienvenue à vous. Merci. Alors, on doit le dire, déjà, de la publication, beaucoup montent au créneau pour remettre en cause ces listes rendues publiques par la CENI. D'autres disent, et même discréditent un peu ce qui a été publié par la CENI. Est-ce que vous abordez dans le même sens ? Je ne peux pas aborder dans le même sens dans la mesure où je connais presque la culture de la politique. Elle est remplie de mauvais perdants, en fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit dans ce que fait la CENI, il y a quelques cas d'irrégularité, on ne va pas se voiler la face. Mais de là à décrier les résultats maintenant, je me pose deux questions principales. La première, c'est que sur base de quoi on se fonde pour... Quelques cas d'irrégularité, ça en fait quand même plusieurs, au-delà de deux. C'est cité de partout et ça pose problème. On va y revenir, vous allez m'expliquer les cas d'irrégularité. Pendant le processus, pendant le vote, oui, mais pendant la publication, jusque-là, on ne connaît pas, à moins que vous en ayez. Mais je parle, la plupart des cas, les contestations sont venues du fait du processus. Je vis beaucoup de gens brandir des PV et se plaindre, j'avais eu autant de voix, pourquoi je ne suis pas élu? Ça, c'est la première question que je me pose, c'est est-ce que le parti politique a eu suffisamment le temps d'expliquer la notion du seuil aux plupart des candidats? J'ai l'impression que non. Vous pensez qu'ils sont frappés par ce manque de connaissance de la notion de seuil? Je crois que oui, et mon oui est à 80%. La deuxième question que je me pose, c'est me dire, bon, quand on veut crier ici, aller de gauche à droite, est-ce que l'on connaît le process en matière de gestion de contentieux électoral? Parce qu'à ce stade ici, maintenant que la CENI a publié, cette décision de la CENI est attaquable, départ devant la Cour, constituez vos requêtes avec vos avocats, allez prouver par devant la Cour que vous avez gagné. Ça ne sert à rien ici de venir utiliser la clameur publique. Ce n'est pas ça la procédure. Soit qu'un honorable en devenir doit savoir que maintenant la CENI a publié, vous avez des éléments de contestation, allez par devant la Cour, ça ne sert à rien de se livrer en spectacle, ça ne sert à rien de venir crier de gauche à droite, même si je comprends que dans un état émotionnel qu'on se pose beaucoup de questions, mais dans le fond, il faudra comprendre le jeu et ses règles de jeu avant de pouvoir aller dans ce sens-là. Je peux comprendre des manières culturelles que les gens contestent de gauche à droite, c'est une habitude chez nous, mais dans le fond, j'aimerais qu'on discute des questions de fond. Est-ce que les gens qui réclament ont suffisamment pris le temps? Ils ont qualifié les infractions avant le ZAC. Ouais, mais c'est ce que surtout la toute dernière liste c'est là où je dis, la plupart des candidats qui se plaignent, c'est des gens, comme je vous ai dit, n'ont pas compris la notion de seuil, n'ont pas compris la responsabilité des listes électorales. C'est à ce niveau-là. Quelqu'un s'est dit, il brandit, ok, j'avais mes PV, j'avais 8000, mais puis je me suis retrouvé avec 5000 voix. Oui, mais la notion de la proportionnalité, on arrive sur une liste. La première des choses, c'est que quand on regarde, on décide de voir une liste. Vous êtes 3 candidats sur une liste. Et que de vous tous, personne n'a atteint le quotient. Mais certainement, vous avez une moyenne. On fait la moyenne d'abord. Le premier, la plus grande quotient, c'est lui qui a le plus de voix, récupère d'abord ce qui est des autres, dès que lui atteint le quotient, le reste, on redistribue aux autres. C'est ça le principe électoral. Que le parti ait atteint le seuil. Exactement, non, que le parti ait atteint le seuil. Le parti qui n'a pas atteint le seuil, même si vous avez atteint 14 000 voix, vous n'êtes pas éligible. C'est le cas de Jésus Noël Cheke, qui, à la limite, dans le comptage, était presque dans 11 000, 12 000 voix, la moyenne, parce que si on compte les meilleurs élus, c'est à 14 000. 14 000, Tony Wawa 14 000, en tête Samba 14 000 également, moins que Tony. Il était dans 12 ou 13 000. Normalement, il devrait trouver une place dans une circonscription à, si je ne m'abuse, à plus de 15 sièges. Mais en réalité, son regroupement n'a pas atteint le siège, ce qui fait qu'il ne devrait même pas se retrouver. On annule carrément le suffrage de ces listes-là. Et ça, malheureusement, les partis politiques... National comme provincial. Comme provincial. Malheureusement, à cette limite-là, les partis n'ont pas pris le soin de faire un travail pédagogique avec les différents candidats, ce qui crée un peu de remous en interne. Il faudrait expliquer ça aux gens. Et c'est une réalité, il n'est pas le seul. J'ai vu même un des grands frères, Bellarmin, de l'AFDC, se plaindre de la même chose. Il dit, oui, mais normalement, vous avez raflé dans une même circonscription 2 sièges. Et c'est normal que la notion de la proportionnalité, les autres bénéficient de vos voix pour tirer vers le haut la liste. Pas forcément question d'individu.
Et malheureusement, c'est comme j'ai dit aux gens, le seuil, une petite phrase mais avec des dégâts incommensurables et que la plupart des gens n'arrivent pas à maîtriser. À la comparativement aux élections législatives précédentes, il n'y en a jamais eu. Il y a des gens qui se sont... cette année. Non mais, quand vous dites autant de pleurs, je ne suis pas... Il n'y a pas un baromètre qui vous dit qu'il n'y a pas eu autant de pleurs. Autant de pleurs aujourd'hui, pour moi, si vous interrogez la population, pour vous qui êtes un homme de terrain, vous voyez que c'est des pleurs dans un sens positif. Je donne les gens exemple. Le pleur, c'est quoi? Si ce processus électoral devrait être un processus manipulé, tous les Nyakirou qu'on a vus ici, ils seraient députés. Aucun Nyakirou n'a été élu. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Gulen Yembo, pas élu. Vous pensez que c'est fait exprès pour crédibiliser le processus? Ça n'a rien à voir. Pourquoi il devrait être le cobaye si c'était un processus où, dans sa toute puissance, il pouvait manipuler? Qu'est-ce qui vous rassure que Kadima a bien fait les choses? Par exemple, l'idée de pouvoir activer l'article 29 de la loi portant fonctionnement et création de la CENI, qui permet à la CENI de sanctionner en amont ceux qui ont été pris en flagrant délit de pouvoir tricher. C'est ça, pour moi, le premier levier pour pouvoir moraliser cette classe politique. Ça veut dire que dans la dissuasion, ceux qui viendront après auront peur d'aller dans ces dynamiques-là. Ça n'a pas été un trompe-l'œil pour vous? Non, je ne pense pas. À la mesure du possible, et aujourd'hui, j'annonce déjà aux gens qu'il y aura des arrestations en cascade, surtout pour les agents de la CENI qui ont facilité cette fraude. La déception de la population. La forte contestation ne s'explique pas par la mauvaise organisation du processus. La contestation, par exemple, on va prendre les degrés. La contestation populaire dans le processus naît du fait que le cadre réglementaire a été un tout petit peu chamboulé. Quand vous dites à une population qui sait que les élections se déroulent en un seul jour et qu'il arrive, il vote en 2-3 jours, c'est un élément de contestation. C'est logique. Et malheureusement, c'est un aspect où les politiques surfent. Mais rappelez à la population que, vous voyez les mêmes politiques qui viennent surfer sur le non-respect du cadre, avaient proposé qu'il y ait un glissement de 3 semaines. Un glissement qui, à la limite, aurait perturbé l'ordre constitutionnel. Entre ce glissement technique de 2-3 jours, qui nous permet de rester dans la limite du temps constitutionnellement établi, et un glissement qui risquait de nous chambouler presque l'ordre politique, quelle a été la meilleure option? On a quand même suivi le tout dernier Conseil des ministres, en tout cas le récent Conseil des ministres avec le président de la République, et on aurait appris qu'il y a de ces ministres qui ont été pris la main dans le sac, qui ont été interdits d'accéder dans la salle. Ne pensez-vous pas que le chef de l'État est allé un peu plus fort? Non, pas aller un peu plus fort. Il faudra qu'on prenne la mesure de choses. Jusque-là, ils sont présumés. Non, oui, mais justement, oui. On serait ailleurs. Quand vous êtes présumé, c'est du 50-50. Quand vous êtes présumé coupable, présumé innocent, on démissionne. D'abord, on se met à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'on fasse lumière. Et puis, on verra à la limite si on peut recouvrir ses immunités et ses fonctions ou après. Ici, comme les gens n'ont pas la culture de la démission, faut le contraindre à la limite. On ne peut pas arriver à un conseil de ministres, quelqu'un qui a un dossier sur la justice, quelqu'un qui a été accusé pour fraude, mais pour des raisons de probité, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Et à la limite, le chef de l'État l'a fait parce que, au-delà de ça, il y a eu une clameur publique. Ce qui donnait la force aux autres de croire à une forme d'acharnement, c'est qu'on s'en prend au gouverneur, mais des ministres ont été cités qui vont continuer à aller à leur bureau et siéger. À la limite, je crois que le Premier ministre a la main pour sanctionner ces derniers. Il doit le faire très vite et il a été instruit par le chef de l'État pour le faire parce qu'il faudra qu'on mette quand même une certaine moralité dans les questions politiques et je pense qu'on a l'occasion de pouvoir le faire. Alors, regardez, on va se quitter avec cette question. Est-ce que l'on peut considérer cela comme le retour de la moralité en République démocratique du Congo et justement le résultat de cette lutte contre la corruption? On parlerait des retours si on avait eu auparavant. Je pense que c'est le premier pas vers cette forme de moralité. Mais je crois que il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de moralité dans la politique, surtout en RDC. Il n'y en a jamais eu, à moins que les anciens me prouvent le contraire. Dès ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas vu. D'ailleurs, la politique a pris une forme très péjorative, ce qui a fait de nous une société kakistocrate. Donc pour moi, je crois que c'est plutôt le premier pas vers ces dynamiques. Remettre un peu une forme d'ordre mental, parce que j'ai toujours dit aux gens, le Congo a atteint une misère intellectuelle et je crois qu'ici, il faut la sanction et parfois la force pour pouvoir remettre l'homme sur l'estrade, mais aussi vouloir l'épanouissement de tout l'homme et ça passera forcément par la sanction et par ces genres de mesures-là. Et je crois qu'on est bon pour ça. Le Congo a besoin d'un peu de fouet pour repartir parce qu'on est en retard, j'ai dit, on est en retard de près des 1000 ans. Si on veut refaire ces retards-là, il faut commencer par travailler sur l'homme et on aura les résultats de ces développements qu'on cherche. Merci beaucoup à vous, M. Gardidiana, pour ces précisions. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là.
Voilà, faisons cette fois-ci un petit tour au marché Ziguida à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour vous présenter les prix des différents haricots qui existent. Naomi Kandé s'est déplacée en vous ramenant des précisions avec tableau à l'appui. Zoom Wende, c'est parti. Grâce à sa valeur nutritionnelle, faible en calories et riche en fibres, les haricots est un légume essentiel pour maintenir la bonne santé, puisque aujourd'hui, cette plante fait l'objet de cultures vivrières dans certaines régions d'Afrique. Découvrez à travers ces numéros de Zoom Wende le prix des différents types de haricots vendus à Kinshasa, au marché Ziguida dans la commune de Kinshasa. C'est parti! Commençons ces nouveaux marchés avec un copeau de haricots qui nous provient de Loufou dans le Bas-Congo, qui se vend à 4 000 francs. Un autre type de haricots qu'on retrouve dans ces marchés des Ziguida est Bilbil, qui se vend à 4 500 francs. Cassidi coûte 4 300 francs et 4 400 francs dans un autre coin du marché. La ville de Goma cultive l'un des haricots qui se vend au marché Ziguida à Kinshasa, haricot Milaï à Goma qui se vend à 3 500 francs. 4 000 francs est les prix fixés de délavé. Bilbil délavé se vend dans ces mêmes marchés à 3 300 francs congolais. Pour ceux qui préfèrent la consommation des haricots rouges, Makila à Goma se fixe au prix de 4 000 francs. Un copeau de mbwengi coûte 3 000 francs. On retrouve encore un autre type de haricots rouges de petite taille Koundé qui se vend à 3 000 francs. Terminons ces marchés avec des haricots blancs en boîte de conserve déjà cuits qui se vend à 8 500 francs par boîte. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. Nous allons déjà prendre la rubrique agenda qui nous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Silkin Village prépare une journée de community manager le 22 janvier 2024 de 18h à 20h. Sera axé sur les temps forts 2023 et prévisions social média 2024. Ça se tiendra à Kinshasa, au siège de Silkin Village. À présent, un autre rendez-vous à prendre avec Dexcenter qui à son tour organise une nouvelle session sur le passation de marché public et partenariat public-privé, qui débutera du 22 jusqu'au 31 janvier 2024, dès 18h à 19h à Kinshasa, et ne sera pas gratuite, car le frais des participations est fixé à 85 $. Et pour finir, signalons que la 6e édition de rencontre du marché des titres publics s'y tiendra du 23 au 24 janvier 2024 au Bénin, et aura pour thème « Développement du marché obligatoire en zone UMOA », quel axe de réforme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Travaillez, prenez de la peine, c'est ce que nous dit ce vendeur de friperie qui a accepté de partager avec nous son organisation de travail. Il est derrière l'activité depuis plusieurs années. Il nous dit comment fait-il, c'est son secret. Il partage avec nous tout de suite à travers la rubrique article 15. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Apendeza kati inongo province inongo ba lié nango tout banzela nango tout evandi awa soko uti wapi bolobo uta lokolama outa selenge outa kiri outa ngombe donc awa nde inongo province inongo evandi awa na laki ndongo. Nasa konta ya osala musala oyo tango bazofuta bato bien yango pe tamboli bien
mais mosala oyo nga natangela classe eza oyo te mais tokomi kosala yango parce que ozanga moyen ya mosala voluka compagnie ekomi babranche ebele yango wana c'est facile que non nasala oyo mpo nazala na kimia. Mosala oyo ezopesangaka mwa pa nalia nafuta mpe classe ya bana nameka mpe kovivre ka mwa bien koteka bien par jour soki oteki ata 50 000 ezali kaka koteka mpo mosala deja oponi yango wana ata 30 000 deja si okomi na kati ya terrain eza province okoboya yo te esengeli kaka etekama. Tomema mpenza ndike kisasa toye nango awa tofacilite bango ya koteka tobandi na 500 toza nango wana toza na kola mpe ya 1000 francs toza na jipe mpe ya 1000 francs toza mpe na joking donc bapri ezaka mwa ebele donc tomemeli bango gambela na ndenge ya kisasa yango wana toye nango awa na kisasa na inongo mpo emeka kosala bien. Ezala bajour mosusu mbonge soki ebeti bato ya ngambo baye te okoteka bien te bon bajour mosusu mbonge ebeti te bato ya ngambo baye na bato bauti par d'autres bakomi wana boteki bien donc moyen ya koyeba monta oyo esengeli na mbala moko esengeli ezala te donc totekaka tanto du tout. Leta asala makasi mpo afutaka bato ata mokie wana eza bakabola ndambo ndambo po moto na moto azwi ndambo wana asaleli yango besoin aza nango bakoki korenforce biso na bafond obien na bamoyen place oyo ya batransport oyo bato baza na bangambo bakoki koyaka po emeka kozalaka mwa bien bango ntango mosusu bakatisaka na bwato ntango mosusu balinière mais so bazokatisa na masuwa ou bien bac chaque temps ou bien masuwa ekozala facile. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.